Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter Lynx FM 91.00. Bienvenue dans Œil de Lynx, l'émission qui vous parvient du lundi au vendredi à partir de 10h00. Vous suivez cette émission à Mamou sur GPP FM 97.2, à Kankan sur Milo FM 99.5 et à Nzere Corée sur Zali FM Liberté 101.7. Nous sommes jeudi 10 décembre 2015. Au menu, nous nous intéresserons au Parti démocratique de Guinée PDG-RDA, au rôle qu'il joue dans le paysage politique guinéen de l'indépendance de la Guinée en 58 au décès du président Sékou Touré en 84. La Guinée a été dirigée par le PDG-RDA. Aujourd'hui, cette formation politique essaie tant bien que mal à survivre dans un microcosme politique complètement reconfiguré. Comment cette formation, dont le régime a évolué dans un contexte de parti unique, compte-t-elle rebondir sur l'échiquier politique guinéen? Pour en parler, nous recevons Mohamed Touré, il est le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, Rassemblement démocratique africain, PDG-RDA. Bonjour Monsieur Touré. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. La technique est assurée par Mamadou Touré et les autres techniciens, notamment Fatmata Binta Baldé qui vient de revenir à la réalisation, Tcherno Alpha Ibrahima Baldé à l'animation, Aboubak et Azokaba. Merci et bienvenue. Œil de Lynx. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Vous êtes sur Lynx FM 91.00. Mohamed Touré, secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, PDG-RDA, est l'invité de Œil de Lynx. Envoyez-lui vos questions par SMS au 669 911 911 et sur facebook.com/Œil de Lynx FM, à Mamou GPP FM 97.2, à Kanka Milo FM 99.5, à Nzere Corée, Zali FM Liberté 101.7, sont nos radios partenaires qui vous offrent Œil de Lynx. Aboubakar. Alors, le collectif des membres militants et sympathisants de la Fédération PDG RDA de France, et d'ailleurs avait désapprouvé votre alliance avec le RPG Arc-en-Ciel et Alpha Condé. Comment aviez-vous géré cette situation? D'abord, je vous remercie très sincèrement de me permettre de m'adresser à votre auditoire et par ce biais à m'adresser à non seulement à la communauté nationale mais aussi à la communauté internationale. Der chef, vous commencez par une question qui nous interpelle par rapport à l'état du parti, puisque vous dites que la fédération du parti en France a désavoué notre accord avec ou notre appartenance à la mouvance présidentielle. Le Parti démocratique de Guinée, comme son nom porte démocratique deux fois, en Guinée et en Afrique, est un parti très démocratique dans lequel le débat est permis, autorisé et encouragé. Cependant, ce débat doit obéir à une forme et à une discipline, parce que de toutes les façons, si la contradiction est l'essence de la vie et la contradiction est le facteur essentiel de tout progrès, cette contradiction doit se mettre dans un cadre bien précis, bien défini, afin d'aboutir aux résultats escomptés. Il est vrai que le PDG n'est pas monolithique et que en son sein il y a des tendances qui se manifestent, et Dieu merci. Seulement ces tendances obéissent à la loi de la majorité. Il se trouve parfois que des camarades
par excès d'état d'âme et par frustration, soit avérée ou parfois simplement imaginaire, décide de passer outre la discipline du parti. Ça a été le cas, comme vous le dites, de la fédération, mais pas de la fédération, d'une partie des cadres de notre fédération. C'est beaucoup, nous avons vu la liste, hein, c'est une trentaine de personnes. Je vous en prie, je vous garantis que cette liste, elle est fictive. C'est des contre-révolutionnaires. Non, écoutez. C'est ça, c'est les antiprogressistes. Non, écoutez, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je dis que cette liste, elle n'est pas réelle, elle n'est pas effective. Elle a été un remplissage par certains du parti qui ont estimé que par cette méthode frauduleuse, ils pouvaient attenter à la décision du parti, à la décision politique et stratégique du parti d'appartenir à la mouvance à laquelle ils s'opposent. Ils sont libres de s'opposer. Et ils sont même libres de s'opposer à cette mouvance au sein du Parti démocratique de Guinée. Mais ils ne sont plus libres de s'opposer à la décision de la direction nationale du parti. Comment avez-vous géré le problème en tant que parti démocratique? Le débat a été ouvert sur la question. Des sanctions ont été prises vis-à-vis des camarades qui ont fait cet acte de donc au PDG, ce qui compte. Alors là, ce n'est plus la démocratie. Ce n'est plus la démocratie dans ce cas. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la démocratie? La démocratie, c'est l'argument c'est l'argument qui doit prévaloir. L'argument prévaut avant la prise de décision. La discussion est faite. Les consultations sont menées à large échelle. Et quand les discussions sont faites et qu'un consensus sorte et qu'une décision est prise par rapport à ce consensus, c'est ça la démocratie. Tout le monde obéit. À ce moment, on ne parle plus de punition. La minorité va se plier aux injonctions, aux désidérata de la majorité. Exactement. Ce qui doit être. Mais quand cette minorité sort du cadre et essaye par des voies déloyales de transformer la réalité et de montrer ce qui n'est pas, il est du ressort dans leur papier, de la responsabilité des dirigeants du parti. Dans leurs lettres, dans leurs lettres, ils réclament par exemple un congrès crédible et non un regroupement en catimini de personnes qui sont vraiment derrière vous. Alors, à quand ce 13e congrès du PDG? Nous ne sommes pas au 13e congrès, nous avons fini le 14e et nous entrons vers la phase du 15e congrès. Et nous ne refusons pas le congrès, bien au contraire, nous l'appelons de tous nos voeux. Et nous demandons à ces camarades, s'ils en sont encore, de participer à créer les conditions pour que nous ayons un véritable congrès. Et cela est une tâche à laquelle tous les militants et tous les responsables du parti sont attelés maintenant que je vous parle. Alors, mais ces personnes, je dis, qu'est devenu alors le collectif dénommé Nouvelle Vision pour la Guinée que vous avez créé en prélude à la présidentielle de octobre 2015? Bon, nous ne l'avons pas créé en prélude à une quelconque élection. D'abord, il faut que cela soit clair. Ensuite, le collectif Nouvelle Vision politique en Guinée se porte bien. Et les dirigeants, les leaders des partis politiques, aujourd'hui une douzaine de signataires, se réunissent périodiquement et réfléchissent sur les questions de la nation. Ce collectif n'a pas été créé comme vous le dites, c'est vrai, il a été créé avant les élections présidentielles, mais il n'a pas été créé que pour les élections présidentielles. Il a été créé afin de permettre un regroupement de forces politiques, au lieu de continuer à les disperser, et de réfléchir, comme son nom l'indique, comme une nouvelle vision politique, de réfléchir aux problèmes auxquels la nation
est sujette et de donner des solutions propres à cette nouvelle vision, à ce cadre donc politique qui engage la réflexion et qui propose des solutions. Et qui les propose à la nation, qui les propose au peuple de Guinée. Alors, quelle a été votre contribution, je parle du collectif Nouvelle Vision pour la Guinée, dans la réélection du candidat Alpha Condé? Le collectif Nouvelle Vision pour Nouvelle Vision politique en Guinée est un collectif qui a été créé par, au départ, des partis essentiellement de la mouvance présidentielle. Donc, puisque c'était tous des partis de la mouvance présidentielle, ça a été facile pour nous de participer à l'élection ou à la préparation et à la mise en œuvre de tous les facteurs de réussite du candidat que nous sommes choisis librement. Et donc, conséquemment, tous ces partis ont mis toutes leurs capacités en faveur de la réélection du président de la République et donc se sont déployés à travers le pays pour mobiliser l'électorat, mobiliser leurs militants et leurs sympathisants afin que le vote soit ce qu'il a été. Alors, que vous inspire ce coup KO? Est-ce que vous vous attendiez à un plébiscite du président Condé dès le premier tour, ou bien vous avez été surpris quand même, malgré vos efforts, votre engouement, vous avez été surpris de voir que dès le premier tour, il a été déclaré vainqueur? Non, nous n'avons pas été surpris, nous avons travaillé pour ça. Comment ça? Expliquez un peu. Nous avons travaillé pour ça, comme tout parti politique, comme toute... Oui, expliquez, nous politique. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle a été cette baguette magique qui a permis d'avoir ce saut qualitatif en un temps record? Non, il n'y a pas de baguette magique. Il y a un travail politique qui a été fait. Il faut noter que le président de la République a lui-même personnellement abattu le grain de ce travail. Il a fait une campagne. Il a fait sa campagne et il l'a faite de façon intelligente. Il a touché à tout le pays. Nous, en appui à ce travail, nous sommes déployés. Et chacun, en ce qui le concerne, chacun par rapport à sa base militante et à sa base de sympathisants, a été mobilisé ou remobilisé les troupes. Et donc, conséquemment, sur la base de l'expression d'un bilan, parce que la première mandature a donné un bilan. Et ce bilan, nous l'avons présenté. Et ce bilan convenait à la majorité des Guinéens. Et ensuite, sur la base de ce bilan et des projections que nous avons faites par rapport à ce que, n'est-ce pas, un deuxième mandat du président de la République pouvait apporter à la nation guinéenne, les Guinéens ont simplement choisi. Et il faut noter aussi que le peuple de Guinée, et ça il faut le dire et je le dis tout le temps, est en avance, et nettement en avance sur sa classe politique. Parce qu'il y a des contradictions à notre sein. J'entendais tout de suite la chanson qui faisait le prélude de votre émission, qui disait que les salauds ont brûlé le pays. Le peuple de Guinée sait très bien qu'on ne doit pas suivre tout le monde et qu'on ne doit pas suivre ceux qui ont ces esprits de salauds. Donc ce peuple de Guinée, en avance sur sa classe politique, a montré par le vote qu'il a fait qu'il voulait une situation de paix. On a dénoncé quand même des irrégularités, M. Touré. Est-ce que les Guinéens n'ont pas compris, pour compléter Azoka, c'est que à quelques 3 mois de la présidentielle, vous étiez dans ce studio, vous n'avez pas du tout été tendre à l'époque avec la gestion Condé, vous avez vraiment émis des réserves et vous avez fait une analyse sociale et économique, mais politique assez aiguë de la façon dont vous étiez dessus, de la façon dont les choses s'étaient présentées. Et après, vous l'avez soutenu. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Non, écoutez, il n'y a pas de paradoxe.
je reste toujours de la mouvance critique. Et je l'ai toujours dit. Je ne dis pas quelque chose pour faire autre chose. Je ne fais pas quelque chose pour dire autre chose. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, je critiquerai la gouvernance du régime. Mais je ne la critique pas pour mettre bas le régime. Je la critique pour améliorer le régime. La position est très claire. Et notre position sera toujours une position de critique objective et de critique qui permettent une évolution de la situation pour l'ensemble des Guinéens. Qu'est-ce que vous proposez, Alpha Condé 2? Ce que nous proposons, Alpha Condé 2, Alpha Condé, je sais pas, ce que nous proposons à la nation guinéenne, nous ne personnalisons pas. Mais c'est lui quand même qui est la nation guinéenne pour ces 5 ans. Il est alors qu'est-ce que vous proposez à la nation guinéenne de l'État? Je propose à la nation guinéenne, y compris le chef de l'État et le président de la République, je propose qu'une gouvernance plus démocratique soit encouragée. Et que cette gouvernance permette aux citoyens et à tous les citoyens une implication directe dans la gestion de leurs affaires. Et cela peut se faire, et cela doit se faire par l'organisation de la déconcentration et du pouvoir, en permettant aux communautés à la base d'avoir leur mot à dire, d'avoir leur possibilité de gestion directe de leurs ressources par des élus. Et cela doit se faire, et cela a toujours été la démarche du Parti démocratique de Guinée. Vous avez dit que le Parti démocratique de Guinée a géré la nation guinéenne, et effectivement le Parti démocratique de Guinée a géré la nation guinéenne, et vous vous souviendrez qu'à l'époque, le PRL, qui était le pouvoir révolutionnaire local, qui était donc cette structure de gestion déconcentrée de l'État au niveau des collectivités à la base, permettait à ces collectivités à travers leurs élus d'effectivement gérer leurs affaires. Et sur le plan économique, et sur le plan de l'éducation, de la culture, oui, mais il s'est dit que sur le plan de la défense, coercitive, c'est ça le problème à oui, l'époque. Mais il se dit beaucoup de choses. Entre ce qui se dit et ce qui est et ce qui a été, il y a quand même une différence. Et nous tenons à le dire et à l'affirmer. Et ce n'est pas nous seulement qui le disons. Aujourd'hui, ceux qui sont sincères avec eux-mêmes, avec l'histoire de notre nation, sont obligés de reconnaître que la gestion sous le PDG était largement plus démocratique que celle que nous vivons aujourd'hui. Et nous le disons et nous l'affirmons parce que nous savons que c'est ça la vérité. Une démocratie à parti unique, elle n'était pas plus crédible que celle qu'on a aujourd'hui. Mais donc ils disent que c'est un prolongement depuis 1958. C'est dit que c'est une seule idéologie, c'est la même idéologie qui gère la Guinée. C'est seulement la tête qui change, mais le système est toujours le même. Et puis la chance, au moins c'était la chance, c'était qu'il y avait une idéologie. Aujourd'hui, il n'y a pas d'idéologie au sein de la moi je ne sais pas, hein, vous dites idéologie est la même, vous dites qu'il n'y a pas d'idéologie. Non, il y avait une idéologie. Bon, écoutez, un système au moins. Écoutez. Mais c'est l'unique. Alors peut-être le système, si vous ne voulez pas le mot idéologie, d'accord, mais c'est le même système de 58 à nos jours, selon les observateurs avertis. Ceci, bon, ces observateurs, vous les traitez d'avertis. Je crois que ces observateurs sont tout sauf avertis. Parce qu'en réalité, s'ils disent que c'est le même système qui gère le pays depuis 58, ils sont complètement en dehors de l'histoire de la nation. Le système qui a été mis en place, c'est vrai que c'était un système de parti unique, qui n'était pas singulier à la Guinée du reste. Le parti unique existait dans tous les pays d'Afrique post-coloniale. Ceci répondait à une nécessité, la nécessité de création d'une nation, parce que nous avons hérité d'un État, l'État colonial, et pas d'une nation. Les nations africaines comme elles étaient avant la colonisation ont été fragmentées.
Donc il fallait créer ce sentiment national. Ce qui a été fait de façon remarquable par, de toutes les façons, tous les leaders, les précurseurs qui ont amené les pays à l'indépendance. C'est ainsi que dans chacun de ces pays, généralement, des nations, un sentiment de nation, de nationaliste est né. Bon, ce sentiment s'est plus ou moins renforcé. En tout cas, dans le cas de la Guinée, l'expérience guinéenne a voulu que cette nation ne se brise jamais. Ce qui veut dire, somme toute, que le travail que le PDG a fait dans la création et la consolidation de cette nation laisse des traces durables. Par ailleurs, les nations ont connu beaucoup de problèmes. Il y en a qui se sont scindées en deux avant de se recoudre, etc., etc. De toutes les façons, ceux qui disent que le système est le même se trompent largement. En 84, par une prise violente du pouvoir, illégale et illégitime, une fraction de l'armée guinéenne s'est imposée. Et aussitôt a commencé des réformes successives mais profondes. Des réformes qui ont d'ailleurs démarré par le système éducatif. Une réforme violente du système éducatif qui aujourd'hui nous donne les résultats que nous avons. Quand par ailleurs, avant 84, le système éducatif qu'on a mis en place, parce que attention, il ne faut pas oublier que quand on venait à l'indépendance, nous n'avions même pas 12 licenciés. Mais le système éducatif que le PDG a mis en place a créé des universités, a créé des milliers et des milliers d'universitaires, des docteurs qui se suivaient à la suite. Mais après, il y a la langue nationale qui a brisé tout cet élan. Ah bon, la langue nationale a brisé tout cet élan, alors qu'aujourd'hui, oui, la Guinée traîne encore. Écoutez, l'école guinéenne aujourd'hui est parmi les plus minables, monsieur Touré, écoutez, selon des observateurs. Vous faites oui, mais ces observateurs sont de mauvaise foi. Parce que ce n'est pas vrai. L'école guinéenne a brillé de tous ses éclats. Je vous rappellerai, je vous disais encore qu'en 58, nous n'avions rien. En 58, en 59, la direction nationale du PDG a décidé, malgré les conditions dans lesquelles nous étions, que tous les élèves en âge de scolarité devaient aller à l'école, en 59. Quand la décision a été prise, la question a été posée, mais comment ils vont faire? On n'a pas de salle de classe, on n'a pas de livres, on n'a pas d'écrit. La direction nationale a répondu, mais quand au village, vous allez au village, les enfants, ils apprennent le Coran, non? On dit oui. Alors, comment ils font pour apprendre le Coran? C'est pas sur des tablettes avec de l'encre qu'ils fabriquent localement là-bas, on dit si. Alors, ces tablettes ne peuvent pas servir à écrire le français comme ils écrivent l'arabe, on dit si. Alors, il faut que tous les enfants en âge de scolarité aillent à l'école et apprennent. On dit il n'y a pas de professeur. Il n'y a pas de professeur, c'est vrai. Mais dans chaque village, il y a un monsieur, ancien combattant, qui sait écrire une lettre. Et qui écrit la lettre pour tous les villageois. Et comment il fait pour écrire? Il sait mettre deux lettres ensemble pour former ce qu'on appelle une phrase. Oui. N'est-ce pas? Une syllabe. B-A égale ba. C'est par ça qu'on commence. Et effectivement, en 59, les enfants guinéens ont été, dans leur large majorité, scolarisés. Ensuite, cette réforme s'est accélérée. Et des enfants, des jeunes, à l'époque, qui finissaient le brevet, ont été immédiatement enrôlés en école normale pour les former en tant qu'instituteurs et enseignants. Pourquoi la langue nationale? Pourquoi a-t-on réduit les Guinéens alors qu'on n'a pas une langue majoritaire comme au Sénégal, une langue qui émerge? Pourquoi a-t-on cette langue que vous décrivez là? C'était si brillant, pourquoi a-t-on dit... Monsieur Touré, j'ai pas vécu cette époque. Parce que quand même, on aurait pu faire une seule langue pour la Guinée. J'ai dit, monsieur Aboubakar. Monsieur Touré, laissez-moi aller au bout de mes idées. C'est-à-dire que
l'idée d'avoir sincèrement ce que vous indiquez là, apprendre avec les moyens de bord, c'était une idée formidable. Mais pourquoi a-t-on cassé cette langue en disant que ceux qui habitent la Guinée forestière vont étudier en Kissi, ceux qui habitent, alors que les fonctionnaires circulent avec leurs enfants, alors pourquoi n'a-t-on pas au préalable cherché à faire émerger une langue nationale et faire en sorte que on étudie dans cette langue-là? Je ne sais pas par quel miracle vous auriez fait émerger une langue nationale. Ce n'est pas l'objectif politique du PDG que de faire émerger une langue nationale et de l'imposer. Parce que toutes les langues se valent. Donc il fallait effectivement que les langues soient enseignées et en fonction de d'où elles sont parlées. Un. Deuxièmement, vous avez employé un mot tout à l'heure qui vraiment ne doit pas être employé quand on parle des langues nationales et de l'enseignement des langues nationales. Tout simplement parce que l'expérience et la vie nous montrent aujourd'hui que scientifiquement il est démontré que l'enseignement des langues nationales est beaucoup plus profitable à l'enfant pour ouvrir ses capacités d'apprentissage et de connaissance que l'inverse. Cela est prouvé scientifiquement. 2. Troisièmement, nous avons commencé quelque chose depuis cette époque. Si nous l'avions fait sans ces esprits retors qui le condamnent encore aujourd'hui, si nous l'avions fait sérieusement et comme le PDG d'ailleurs l'a fait, sans les critiques et sans être saboté, nous aurions eu des résultats avant le Kenya qui aujourd'hui impose que partout ce soit la langue nationale, le Swahili qui soit imposé et qui soit enseigné. Que le Ghana soit en train d'accélérer le processus d'enseignement des langues nationales dans tout le système éducatif. C'est une nécessité à laquelle nous allons aboutir de toutes les façons. Alors, vous êtes en train de dire que le PDG a mal fait d'être en avance? Je crois que non. Non, on n'a pas dit que c'est la stratégie. On aurait pu étudier, faire homogène cette enseignement de la langue nationale. La manière dont on impose aux Guinéens d'étudier le français, on aurait pu dire, bon, on va prendre une ou deux meilleures langues. Ou peut-être un alphabet harmonisé. Mais je ne connais pas c'est quoi la meilleure langue guinéenne. Je ne connais pas c'est quoi. Je ne sais pas. C'est les langues les mieux parlées. Je ne sais pas s'il n'y aura jamais une meilleure langue en Guinée. Il faut abandonner ça. Parlons je voulais dire les langues les mieux parlées. Par exemple, aujourd'hui, on connaît les langues qui sont les plus parlées dans ce pays. Lesquelles? On aurait pu, M. Touré, par exemple, essayer de créer un vocabulaire harmonisé en langue malinké. Un vocabulaire? Un lexique harmonisé, un alphabet, j'allais dire, prêtez-moi le mot, un alphabet. Il fallait. Mais il existe. Mais l'alphabet harmonisé. Il est récent. Non, il n'est pas si récent que ça. Il existait quand on faisait les réformes en langue nationale. Il existait déjà l'Unco. Il existait. Mais il s'est imposé. Ça c'est sûr. Il a connu un parcours qui fait de lui aujourd'hui un alphabet à part entière. Ça c'est une réalité. Mais il existait. Mais pour éviter justement tous ces malentendus et pour permettre à tous ces alphabets peut-être de s'imposer en tant que méthode scientifiquement prouvée, et il fallait le temps. Et en attendant, on utilisait l'alphabet qu'on utilise, les mêmes caractères que vous utilisez pour écrire le français. On les a pris, on les a harmonisés par rapport à la phonétique de nos langues nationales. Et nos langues nationales ont été enseignées dans cet alphabet. Vous voulez dire que ça a été une mauvaise chose? En fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez un peu le niveau,
d'études le niveau de l'enseignant, de ceux qui sont chargés de transmettre le savoir, le niveau de ceux qui sont chargés vraiment de répandre ou de démultiplier ce qu'ils ont appris, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que la langue française, c'est la langue de travail en Guinée, c'est l'outil de travail. Oui. Mais il y a des problèmes à tous les niveaux. Pourquoi, quand nous leur posons la question, ils disent que c'est la base qui a été faussée lorsqu'on a introduit sans vraiment avoir planifié, étudié bien les choses. Lorsqu'on a étudié, on a introduit l'enseignement des langues nationales. C'est là où on a faussé le calcul. Oui, mais c'est ça le problème. La base, c'est où? C'est-à-dire qu'il ne faut pas être de mauvaise foi. Ces hommes qui vous parlent comme ça sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi parce qu'ils ne veulent pas porter la responsabilité historique d'avoir foutu le système éducatif guinéen à l'air. La plupart des cadres guinéens qui sont d'une génération, prenez la mienne, c'est eux aujourd'hui qui sont dans tous les services. Vous allez dire que ceux-ci sont mal formés? Non, on ne peut pas dire à ces gens qui sont mal formés. Quand nous passions le bac, et que à l'époque où les gens avant nous, des promotions avant nous, passaient le bac, c'est des bacheliers confirmés guinéens qui allaient en Côte d'Ivoire et au Sénégal pour devenir professeurs de lycée en mathématiques, et en physique et en chimie. Vous pouvez dire que ça, c'est un mauvais résultat du système éducatif? Non, mais il est évident que le PDG n'est pas au pouvoir depuis plus de 30 ans. Alors, que la ruine du système, qui a été provoquée par les réformes qui sont post-PDG, soit encore prise et mise sur le dos du PDG, voilà ce qui est mauvais. Voilà ce qui nous retarde. Il faut, et ça, c'est quelque chose d'indispensable, il faut que nous fassions une critique objective et une lecture objective de notre histoire. Parce que les faux fuyants, ça ne nous amène qu'à la ruine. Et on déplace le problème au lieu de les résoudre. Vous êtes sur Lynx FM 91.00, Mohamed Touré, secrétaire général du PDG-RDA et l'invité de Œil de Lynx. Vous suivez cette émission à Mamou sur GPPFM 97.2, à Kankan sur 1000 FM 99.5, à Nzere Corée sur Zali FM Liberté 101.7. Nous allons observer une courte pause. On se retrouve juste après. Œil de Lynx. Oh mon Dieu, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. 724 62 54 21 21. Mail ndircommercial@yahoo.fr. Le Jupran, votre boisson régale pour toute la famille. Le Jupran, numéro 1 des boissons naturelles en Guinée. Œil de Lynx. Vous êtes sur Lynx FM 91.00. Nous recevons dans Œil de Lynx Mohamed Touré, secrétaire général du PDG RDA. Vous suivez cette émission à Mamou sur GPPFM 97.2, à Kankan sur 1000 FM 99.5, à Nzere Corée sur Zali FM Liberté 101.7. Aboubakar. Alors vos détracteurs, si je peux les appeler ainsi, disent que ils ne comprennent pas pourquoi chaque fois qu'il faut faire un choix politique, Mohamed Touré choisit toujours la mouvance et affiche apparemment un mépris pour l'opposition. Est-ce que vous pouvez défendre ou expliquez-nous un peu? Bon, c'est très facile à expliquer, hein, franchement. D'abord, Mohamed Touré ne choisit pas la mouvance. Mohamed Touré choisit le peuple de Guinée. Et ce n'est pas Mohamed Touré qui choisit. Mohamed Touré est obligé de choisir ce que le Parti démocratique choisit, le Parti démocratique de Guinée, puisque Mohamed Touré est le représentant, secrétaire général, élu du Parti démocratique de Guinée. La position de notre parti est très claire. Nous sommes le parti du peuple. Nous voulons être à l'écoute du peuple.
et nous voulons réagir conformément aux intérêts de ce peuple. Quand vous nous dites, par ailleurs, que c'est avec dédain que nous prenons ceux qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui, je vous dis d'emblée que cela n'est pas vrai. Nous les prenons avec le plus grand respect. En ce qui concerne la phase en 2010 qui a été celle qui nous a liés à la mouvance présidentielle et donc à donner notre soutien à la candidature du professeur Alpha Condé, la démarche a été très simple. La démarche a été que nous, PDG, nous avons, au sortir du 14e congrès du parti, élaboré un protocole d'accord, cadre, que nous avons distribué à tous les partis guinéens. Ceci avant le premier tour des élections. Au premier tour, il y avait 24 candidats. Malheureusement, par des manœuvres ou d'autres, notre candidature a été éliminée. Bon, mais nous continuons le combat. Sur les 24 candidats, nous avons demandé à nos militants, choisissez selon votre préférence, selon votre conscience. Ce qui fut fait. Après le premier tour, il est revenu à 2 candidats. Le candidat du RPG à l'époque et celui de l'UFDG. Nous avons fait la même démarche. Nous avons pris encore ce protocole d'accord que nous avons amélioré d'ailleurs et que nous avons envoyé simultanément aux 2 formations politiques et aux 2 candidats en leur demandant de réagir. L'un a réagi positivement, l'autre n'a pas réagi du tout. Il a attendu jusqu'à ce que il faille prendre une décision. Nous avons discuté avec le candidat qui a réagi, avec la formation politique qui a voulu partager avec la nôtre. À partir de ce moment, et par rapport à la conformité qu'il y avait entre notre vision politique et une part importante de la vision politique qui nous était proposée par le candidat du RPG, nous avons estimé qu'à ce moment historique de l'histoire, de la vie de la nation, le Parti démocratique de Guinée faille prendre cette voie. C'est ce qu'on a fait. Et nous nous sommes engagés. Et de toutes les façons, Dieu merci, puisque cela a correspondu à l'engagement de la majorité des Guinéens. Cela s'est prouvé par le résultat des élections. Cette année, cette fois-ci aussi, de toutes les façons, nous ne sommes pas revenus sur les accords de 2010, nous les avons reconduits parce que nous estimons qu'aujourd'hui, nous avons, en tant que nation, besoin de cette stabilité-là, besoin et que, par ailleurs, les résultats obtenus par les 5 ans de mandature du professeur Alpha Condé ne sont pas si mauvais. Bien au contraire, il y a eu beaucoup qui ont été accomplis. Il faut reconnaître que, franchement, vous savez, la Guinée était à la cime de l'arbre africain. À la cime de l'arbre africain. Nous avons, après 84, chuté de la cime. Nous ne sommes même pas tombés par terre, nous sommes tombés dans un puits. C'est une réalité. Quand les Guinéens évitent même de se montrer à l'extérieur comme Guinéens, tellement il y avait maintenant des taches et des tares sur lui, quand les Guinéens, l'État guinéen était pratiquement devenu un narco-État, en 2008, 2009 et toutes ces années-là avant, je crois qu'il faut comprendre que nous venons de loin et que nous progressons. Maintenant, cela ne veut pas dire que tout est rose et que tout est bien. Et c'est pour ça que nous pensons et que notre devoir de citoyen, de responsable politique dans ce pays, c'est d'être critique par rapport à la gestion de la nation et de dire tout ce qui, à notre avis, ne va pas
et doit être corrigé. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, à votre avis, aujourd'hui? Bon, je l'ai déjà dit tantôt, ce qui est le plus regrettable pour le moment, c'est que la possibilité n'est pas donnée aux citoyens à la base de se gérer, de gérer la nation, de gérer l'État qui lui appartient. Il faut inclure dans la gestion quotidienne de l'État guinéen tous les citoyens guinéens. Et cela, c'est par la déconcentration et la décentralisation du pouvoir. Et cela peut se faire en créant. Les communautés sont déjà créées, puisque on sait qu'il y a des communes rurales, communes urbaines, communes, tout ça, ça existe dans le découpage dans le découpage politico-administratif de la nation. Maintenant, comment ces communes vont être gérées? Mais apparemment, Alpha Condé est sur cette voie parce qu'il avait déclaré qu'il fera en sorte qu'il n'y ait plus une opposition en Guinée. Aujourd'hui, lorsqu'on voit un peu la reconfiguration du paysage politique en Guinée, on se rend compte que la quasi-totalité de ceux qui critiquaient, de ceux qui étaient vraiment critiques envers lui, l'ont rallié. Et aujourd'hui, il avait la tendance, selon ce que certains disent, c'est qu'il veut faire exactement comme ce que fait votre papa a fait, c'est-à-dire le parti unique en Guinée. Et les derniers développements avec la lutte, les stratégies qu'on développe actuellement pour prétendument lutter contre le djihadisme, amène déjà à voir que il y a dans les quartiers qu'on a mis les chefs de quartier, chacun doit surveiller chacun et dire à chacun ce qu'il veut. Est-ce que on n'est pas en train progressivement de nous avancer vers le monopartisme, comme ce fut le cas sous le règne de feu votre papa? D'abord, premièrement, je crois que ce serait regrettable qu'on aille vers le monopartisme, puisque ce serait une régression nette des progrès démocratiques engendrés par la nation guinéenne. Je vous ai dit tout à l'heure que le PDG était un parti unique et qu'il y avait, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'était pas démocratique, parce que entre l'unicité ou le fait d'être un parti unique et ne pas être démocratique et avoir un pluralisme politique de façade et prétendre être démocratique quand on ne l'est pas, il y a une différence. Mais de toutes les façons, aller vers un parti unique aujourd'hui, dans la phase historique de l'évolution de la nation, serait un regret lamentable. Donc je ne pense pas que, y compris le président de la République, qu'il souhaite cela. Ceci dit, nous avons toujours dit, depuis d'ailleurs le congrès du parti, nous avons dit qu'il est important que les forces politiques se regroupent par axe idéologique. Dans ces conditions, vous n'avez pas besoin de plus de plus de deux ou de trois au maximum groupes politiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de bipolarisation ethnopolitique dans ce cas? Bon, le risque de bipolarisation ethnopolitique, pourquoi bipolarisation? Puisqu'il n'y a pas deux ethnies en Guinée. Il y a beaucoup plus de deux ethnies en Guinée. Et deuxièmement, cela est une chimère. C'est une chimère qui est cultivée. C'est pour ça que je vous dis que le peuple de Guinée est en avance sur sa classe politique. C'est la classe politique qui cultive ça, qui continue à renforcer les craintes ethniques, en vous disant, ah vous savez, vous êtes malinqués, si vous laissez celui-là, c'est un Peul, il prend le pouvoir, vous êtes éliminé, vous êtes foutu. Ah vous voyez, vous êtes Peul, si c'est le Soussou qui prend le pouvoir, etc., etc. On sait quels sont les cadres guinéens qui continuent à exacerber ce genre de contradiction. Mais le peuple de Guinée, lui, il refuse ça, et de plus en plus, il refuse ça. Alors, de toutes les façons, vous verrez bientôt que c'est ces cadres corrompus, ethniques, ethnocentriques, qui vont se convertir parce qu'ils ne veulent jamais être en laisse. Mais le PDG risque d'être le PDG dans les prochaines années, c'est-à-dire un parti qui va s'éterniser au pouvoir en Guinée, à l'allure où vont les choses actuellement. Et on a eu quelqu'un récemment qui a dit, déjà on a un fichier
qui n'est pas très bien apprécié par la classe politique, Oui, mais le travail... qui favorise tout candidat présenté par le RPG Arc-en-Ciel. Mais ça, de toutes les façons, ce travail doit être fait. Il faut qu'il soit dénoncé. Il faut que les institutions républicaines fonctionnent normalement. Il faut que les institutions de gouvernance immédiate et de proximité soient mises en place pour que les populations participent, pour que les populations comprennent ce qui se passe et qu'elles soient impliquées directement dans ce qui se passe. C'est le combat que nous avons. Une fois que cela sera fait, il n'y aura plus de crainte. Il se dit quand même aujourd'hui que... Et quand vous disiez que le djihadisme et que toutes ces formes-là font qu'on aille vers un monolithisme, etc. Non. L'organisation de la société doit se faire. Et la nation guinéenne, je crois que nous sommes tous patriotes. Je crois que tous les citoyens guinéens aiment leur pays. Et je crois que tous les citoyens guinéens, quand ils sont impliqués dans la défense de la nation, la défendent effectivement. Nous en avons la preuve dans notre histoire. Alors il faut les impliquer. Il se dit aujourd'hui que l'opposition ne parvient pas, parce qu'il faut quand même, vous venez de le dire, et c'est tant mieux, vous voulez dire qu'il faut vraiment, en face, qu'il y a un contradicteur pour qu'il y ait progrès, mais les gens disent que l'opposition guinéenne ne parvient pas du tout à créer l'alternance quasiment depuis 1958, parce qu'il y a le PDG de RDA qui a régné 26 ans, le PIP qui a régné 24 ans, et un régime de parti unique et de régime militaire qui s'est greffé là, et nous avons aujourd'hui un régime qui, selon en tout cas ce que des proches de ce régime disent, le président Alpha Condé est en train de faire en sorte que après lui, ce soit lui, ça passe à personne, mais ce soit quelqu'un qui va conduire son idéologie et sa philosophie pour 5 autres années. Vous voulez faire porter au professeur Alpha Condé les incapacités de l'opposition? On est en combat politique. Chacun utilise les armes qu'il peut, quand il peut, pour assurer son pouvoir politique. Alors, je ne pense pas qu'on interdise à l'opposition ou à n'importe quelle politique, d'une certaine manière. C'est vrai qu'il y a des méthodes et d'autres. Mais il faut tirer les leçons de ce qui se passe. Nous, Parti démocratique de Guinée, nous venons d'organiser le 22 novembre. Au jour du 22 novembre, qu'est-ce qui s'est passé? Nous faisons toute la mise en place au niveau du Palais du Peuple le matin, donc en parfait accord avec les autorités. Le matin, nous venons, nous trouvons que pratiquement toutes les portes, les portails du Palais du Peuple sont fermés à cadenas. Ça, c'est un crime de lèse-majesté. Non. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est un fait, nous l'avons pris, nous l'avons enregistré, parce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans le rapport de force où nous sommes aujourd'hui. Ça vous a fait la question, ce que je veux dire, non. La frustration, c'est un sentiment qui n'a pas sa place. Ce que je veux dire, c'est que dans cette situation, nous avons récupéré et nous avons tiré le meilleur. Puisque nous avons pu prouver notre capacité de mobilisation en tant que parti politique, nous avons pu prouver notre réactivité en tant que parti politique, et nous avons déplacé cette mobilisation qui devait se faire au Palais du Peuple, au siège national du parti, et ça a été une réussite. Moi, je reviens à la question de Aboubakar. En fait, il voulait un peu dire que dans un pays où un premier parti politique a régné 26 ans, un deuxième a fait 24 ans, il y a des risques que le troisième qui est venu au pouvoir essaye lui aussi de s'éterniser. Alors, comment briser cette habitude? Il faut briser cette habitude-là en s'impliquant et en forçant pour que tout le monde s'implique. Et que l'alternance soit une réalité. Et bon, ce que vous dites, c'est qu'il y a des risques. Mais ces risques-là, ils viennent d'où? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a ces risques-là? Qu'est-ce qui nous fait
penser qu'aujourd'hui le professeur Alpha Condé, le professeur Alpha Condé, oui, mais c'est normal, on est en combat politique. C'est ce que je vous dis, que l'opposition baisse les bras, ça c'est une chose. Que l'opposition baisse les bras, c'est une chose. Il ne faut pas dire que parce que les autres veulent conserver, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est leur travail. Et qu'est-ce que vous voulez que l'opposition fasse? C'est son travail que de ne pas baisser les bras, que de commander, que d'exiger que l'alternance soit faite de façon démocratique. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faille impliquer à cette gestion. Regardez ce qui se passe. Toutes les réformes qu'il y a aujourd'hui, les réformes démocratiques, comme on en parle, toutes les institutions républicaines qui sont mises en place sont toutes des institutions de recours. Bon, d'accord, soit. Mais recours de qui? Recours de quoi? Qui organise? Par ailleurs, nous avons des délégations spéciales. Des délégations spéciales de personnes désignées et non élues. Des délégations spéciales auxquelles l'opposition s'accommode. Et vous voulez que le pouvoir dise quoi? Monsieur Touré, si aujourd'hui vous étiez, par la force des choses, restons dans le cadre des suppositions, c'est parfois important pour se projeter dans l'avenir. Si vous étiez le chef de file de l'opposition guinéenne, vous, monsieur Mohamed Touré, et qu'on vous demande de relancer, de redynamiser ou de restructurer, ou en tout cas de faire en sorte que l'opposition puisse rebondir, quels sont les 5 éléments, 5 piliers que vous avez mis en place pour permettre cette refondation? Je ne suis pas le chef de file de l'opposition. Si, j'ai dit ça. Oui, je comprends. Je ne donnerai pas. Je suis de la mouvance présidentielle. Je ne donnerai pas 5 éléments à mon opposition afin qu'elle me batte. Alors deux au moins. Deux peut-être. Soyez magnanime. Je n'ai pas à donner. Ce que je dis. Alors quelles sont les 5 faiblesses? Quelles sont les faiblesses? Ce que je vous dis. En votre terme, s'il vous plaît, quelles sont les 2 ou 3 faiblesses que vous relevez dans la façon dont l'opposition guinéenne fonctionne? Nous devons tous respecter le peuple de Guinée. Impliquons le peuple de Guinée à la gestion de ses affaires. Et automatiquement, les équilibres se feront voir. Parce que le peuple, lui, sait. Il connaît ses intérêts. Il faut simplement lui donner la possibilité, par un langage qu'il comprend, évidemment. Il ne faut pas créer des textes avec des langages savants pour se retrouver sur la Lune, quand ici, en Guinée, on est sur la terre. Dans ces conditions, ça, c'est un travail de nous tous, et de la mouvance et de l'opposition. Alors, nous voulons que la nation guinéenne progresse. Nous voulons que l'état de droit se renforce. Et que cet état de droit ne peut se renforcer que par le renforcement des capacités du citoyen guinéen. Je voulais juste un mot de le citoyen guinéen, il est de l'opposition et il est de la mouvance. Un mot de vous en quelques secondes sur le rapprochement SIDIA et le RPG Arc-en-Ciel. L'IFR qui a rejoint la mouvance, qui vous rejoint désormais. Oui, mais c'est dans l'ordre des choses, c'est dans l'ordre politique des choses. Si l'UFR considère qu'aujourd'hui il ferait mieux de rejoindre la mouvance pour participer davantage et directement à la gouvernance et à la gestion de la nation avec ceux qui sont au pouvoir, bon, c'est une décision qu'un parti politique libre de ces décisions a prise. Nous ne pouvons que nous en féliciter en tant que mouvance. Merci. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons dans Œil de Lynx Mohamed Touré, secrétaire général du PDG-RDA. Vous suivez cette émission en Mamou sur GPPFM 97.2, Cancan sur Milo FM 89.5, N0 Corée sur Zal FM Liberté 101.7. Ce sont nos radios partenaires. À présent, nous recevons Mariam Kuaté pour l'essentiel de l'actualité. 3 ans. Pour vous en procurer, rendez-vous à Madina Dispensaire ou appelez au 666 43 33 33. Ridielac, les bébés grandissent mieux chaque jour.
Œil de Lynx. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Et maintenant, la parole à nos auditeurs sur Facebook et par SMS. Merci de préférer Lynx FM 91.00. Nous recevons dans Œil de Lynx Mohamed Touré, secrétaire général du PDG RDA. Vous l'écoutez également à Mamou sur GPPFM 97.2 à Cancan, sur Milo FM 99.5 à Nzérékoré, sur Zali FM Liberté 101.7. Nous repartons avec nos auditeurs. Eh bien, bonjour messieurs Touré, vous ne voulez toujours pas, eh bien, je n'arrive pas à bien comprendre cette question. C'est autre qui s'appelle Doumbouya Mohamed de Hamdallah. Il dit: bonjour monsieur Touré, que proposeriez-vous au professeur Alpha Condé dans le choix des ministres pour son deuxième mandat? Demander de proposer quelque chose au président de la République pour le choix des ministres pour son deuxième mandat est prétentieux. C'est les attributions du président de la République de choisir les cadres avec lesquels il s'entourerait pour n'est-ce pas, faire le gouvernement de son choix en fonction des priorités et des options qu'il aura définies. Il est évident qu'il y a une pléthore de cadres qui se sont montrés spécialistes à faire de la chose publique leur propriété privée et de façon très biscornue, forcément. Alors donc il faudra faire attention et il faudra que des mesures soient prises conséquemment, mais j'ai l'impression que cela est en train de se faire afin que vraiment la chose publique soit respectée et sacralisée comme elle doit être, puisque la chose publique appartient à tout le monde. Donc s'il y a quelque chose à suggérer, c'est que, n'est-ce pas, vraiment beaucoup d'attention soit portée de ce point de vue et que, conséquemment, des garde-fous soient mis en place afin que tout contrevenant soit sanctionné de la manière la plus sévère par la loi en vigueur. Diallo sur la page Facebook, une petite mise au point, Aboubakar, s'il vous plaît. Les questions que nous posons à vos invités exigent une réponse au cas par cas, donc de répondre aux questions, à toutes les questions qu'il pose. Sa question, monsieur Touré, de 1958 à nos jours, qu'est-ce que vous regrettez, qu'est-ce que vous appréciez? Si le président Alpha Condé vous sollicite aujourd'hui pour collaborer avec lui, donc pour entrer dans un de ses gouvernements, est-ce que vous êtes prêt à répondre à cet appel historique? Parmi tous les politiciens guinéens qui vous appréciez le plus et pourquoi? Donc il y a 3 questions. Je ne sais pas si si vous les avez notées ou si la première c'est de 58 à nos jours. Il demande ce que vous regrettez, est-ce que vous appréciez? Et deuxième question, est-ce que si Alpha Condé vous fait appel maintenant là pour être dans un gouvernement, allez-vous accepter? Et troisièmement, parmi tous les politiciens guinéens, qui vous appréciez et pourquoi? Dites-le pourquoi. Dites pourquoi. Bon, on me dit de dire ce que je regrette de 58 à nos jours. Vous savez, je crois qu'il ne faut pas voir l'évolution de la nation en termes de regrets. Toutes les étapes de notre vie, de notre histoire, doivent être prises et doivent être assumées. Et cela nous permettrait de tirer des leçons objectives et de faire des projections plus correctes. Chaque fois, plus correctes. Parce que nous avons passé des étapes qui ont toutes leurs aspects positifs et leurs aspects négatifs. Et donc, je crois que je ne considère pas
une part de l'histoire de la Guinée en termes de regret. Je considère toutes les parts de l'histoire de la Guinée comme elles doivent être considérées. C'est l'histoire de ma nation, c'est mon histoire, et je l'assume en tant que telle, en éliminant tout ce qui a été facteur de régression, facteur de retard par rapport à l'objectif que nous devons tous avoir en tant que nation, cet objectif d'aller vers le mieux-être, vers le bien-être pour tous. En direct sur Lynx FM 91.00 dans Œil de Lynx, Mohamed Touré, secrétaire général du PDG RDA. Quel est le mécanisme Mais il y a une question avec votre permission qui n'a pas été répondu. Si Alpha Condé vous sollicitez, parce qu'il insiste qu'on réponde à toutes ces questions, et le politicien, brièvement, je veux dire, les politiciens que vous appréciez, et dire pourquoi. Bon, les politiciens que j'apprécie, franchement, je préfère apprécier le citoyen guinéen, parce que c'est le citoyen guinéen qui doit être le meilleur politicien. Et il faut permettre aux citoyens guinéens de devenir justement ce meilleur politicien pour lui-même. Alors, la deuxième question. Oui, la deuxième question. Si Alpha Condé vous appelez pour être entré dans un gouvernement. Bon, je suis un Guinéen, citoyen guinéen, un cadre de ce pays, qui a ses convictions et qui sont claires, qui sont connues de tous. Dans ces conditions, si l'appréciation est que je peux servir la nation par rapport à ces convictions-là, à une fonction ou à une autre, il est certain que je le ferai, et je le ferai, c'est un devoir. Aïcha Kaba, depuis la Sigmadina, dit que vous avez décidé, selon ce que vous avez dit ce matin, de reconduire l'accord de 2010 avec le RPG Arc-en-Ciel, alors le peuple au nom duquel vous vous êtes exprimé tout le long de cette émission souhaite connaître le contenu de cet accord. Ça, c'est sa première question. La deuxième question, elle dit, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres cadres au sein du PDG RDA pour reprendre le flambeau? On constate que c'est le fils qui a repris le parti qui était dirigé par le père. Non, d'abord, premièrement, nous avons reconduit l'accord. L'accord a été publié le jour même où on l'a signé, en 2010. Il est largement publié. Le contenu, elle n'a pas vu le contenu de cet accord. C'est ça, je lui dis que l'accord est largement publié, et si elle a besoin d'avoir cet accord pour elle-même, qu'elle se rende au siège national du PDG, puisqu'elle est à Conakry ici, on le lui fournira avec beaucoup de plaisir. Maintenant, le parti qui était dirigé par le père, c'est le fils qui le reprend. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres cadres au sein du PDG pour reprendre le flambeau? Je ne pense pas que le fils ait repris le flambeau. Le parti a été dirigé par Elhadj Guissène pendant de longues années avant que... Qu'est-ce qu'il devient là? Il va bien. Okay. Il va bien. Ils sont des cadres du PDG, toujours engagés. Aujourd'hui, à un niveau plutôt de conseil. Et lui, et le doyen Elhadj Momo, le doyen Biro Kanté, etc., sont aujourd'hui tous du présidium d'honneur, puisque c'est une distinction que le 14e congrès a établie et qui leur permet, à partir de cette position honorifique, de participer effectivement à la vie du parti. Comment vous êtes venu à la tête du PDG? Par un congrès national. Par un congrès national. Démocratique et souverain. Je crois que je suis le moins bien placé pour en parler. Allez vous renseigner auprès des militants du parti. Allez-y, Aboubakar, c'est Facebook. Oui, c'est Seydou Konkane Diallo. Il commence sa question par prêt pour la révolution. Monsieur Mohamed Touré, à l'état actuel politiquement parlant, on remarque à l'UFDG que les rapports de force entre les couches progressistes et les couches réactionnaires se sont modifiés. Les éléments progressistes sont plus nombreux et plus puissants. À quoi attribuez-vous cette modification qualitative? La Guinée pourrait-elle vivre sans le travail des paysans? À l'UFDG, je ne comprends pas très bien. Bon, il veut vous conduire un peu à parler de la crise qui secoue le parti UFDG, en fait. C'est le philosophe. En faisant un peu d'allusion avec l'idéologie du PDG. Avez-vous compris? Bon, je réponds, vous allez... Oui, parce que je ne comprends pas comment est-ce que, l'UFDG... Vous savez, les contradictions qu'il y a au sein d'un parti sont des contradictions au sein de ce parti.
Et je préfère ne pas me mêler de ces contradictions en sachant que de toutes les façons de ces contradictions naîtront une dynamique qui est celle qui va, n'est-ce pas, s'imposer pour le parti et par rapport aux autres formations politiques telles que la nôtre. Donc je préfère laisser le soin aux militants et aux cadres de l'UFDG de gérer leurs problèmes, tout en restant un observateur avisé, un observateur très attentif, mais à eux de régler leurs problèmes, et après ils auront les relations qu'ils veulent avec nous autres, tout comme nous aurons les relations que nous voulons avec eux. Cheikh Mohamed Bari depuis Tombodia vous dit quel est le mécanisme que vous avez mis en place pour que le PDG soit un grand parti africain comme votre défunt père l'avait fait. Ça c'est sa première question. La deuxième, il dit quel est le fief du PDG RDA et pourquoi le PDG n'a pas eu l'élection législative à l'uninominal à Farana malgré le candidat, malgré qu'il y avait un candidat du PDG qui était un homme de bon caractère et qui est en la personne d'un professeur d'université qui s'appelle Mati Mamadi Kamara. Je ne sais pas si c'est bien prononcé le nom. Mais c'est bien prononcé. Alors, mécanisme pour remettre le PDG comme un grand parti africain. Ça vous fait rire? Oui, d'abord, premièrement, le PDG est un grand parti africain. Pour remettre, je ne sais pas. Le PDG n'est pas au pouvoir. Ça, c'est une réalité. Quels sont les mécanismes que nous avons pour envisager notre ascension au pouvoir en tant que parti politique, ce qui est de toutes les façons l'objet de tout parti politique? C'est très simple. C'est mobiliser les masses. Dire aux gens, voilà ce qui nous sommes. Venez avec nous parce que voilà ce que nous incarnons. À partir du moment où nous aurons de plus en plus de masses guinéennes acquises à la cause du parti, il est évident que le reste se mette en place. Donc nous ne mettons pas les charrues avant les bœufs. Ce n'est pas le secrétaire général, quelles que soient ses qualités ou sa beauté, qui vont déterminer le devenir du parti, mais plutôt la qualité de mobilisation, d'organisation de ce parti et sa présence effective sur l'ensemble du territoire national. Ah, justement, il dit quel est le fief du PDG. Pourquoi votre candidat n'a pas gagné l'uninominal à Farana qui est le fief naturel du PDG. Bon, qui vous dit que le fief naturel du PDG c'est Farana? Ah, nous avons appris que le père fondateur du parti est né à Farana. Oui, mais c'est pas parce qu'il est né à Farana que le Farana devient automatiquement le fief naturel du PDG. Vous savez, je vais vous révéler quelque chose. Les élections législatives qui ont précédé ces dernières, c'est-à-dire sous le régime militaire, le PDG a étonnamment eu beaucoup plus de voix à l'Abbé qu'à Farana. Le PDG, si vous continuez à l'apprécier par rapport aux canaux qui sont aujourd'hui établis, vous serez toujours à côté de la plaque. Nous voulons Tougué, nous voulons Koundara, nous voulons Massanta. Gekedou a toujours été la fédération pilote du PDG. Nous voulons Sigiri, nous voulons Legouma. Nous voulons Bofa, nous voulons Boké, nous voulons la Guinée dans son entièreté. Donc quand vous parlez de fief, notre fief c'est peut-être l'Afrique et la Guinée parmi l'Afrique. Salut Noir Diallo, bonjour Monsieur Touré. Avant tout, j'ai pris le bon Dieu que l'âme de feu votre père repose en paix. Amin. Maintenant, quelle est votre version des faits parlant de la nuit du 22 novembre 70? D'aucuns disent que les Portugais étaient venus libérer un prisonnier. D'autres racontent que c'était un complot contre la révolution. Quelles sont alors les relations entre M. Touré et les différentes associations de victimes de la révolution? Est-ce facile d'avoir les documents de l'indépendance et l'après-indépendance à votre siège? Merci de me répondre. Ouais, bon, d'accord, merci beaucoup. Je sais que
Après 84, donc après la perte du pouvoir par le Parti démocratique de Guinée, une campagne systématique de discrédit a été montée contre le régime. Au point que on ait voulu faire croire que ce que nous avons subi, notre nation, même plus le PDG seulement, mais la nation guinéenne, pour avoir voulu être ce qu'elle est, indépendante, libre, souveraine, et pour avoir contribué de façon importante à la libération de l'ensemble de l'Afrique, parce que les conséquences, l'agression du 22 novembre est une des conséquences du positionnement de la Guinée à l'époque pour la libération des pays, après avoir assumé ou provoqué la libération de l'Afrique francophone. Nous étions aux premières lignes du combat pour la libération des pays encore sous domination portugaise ou lusophone. Donc, la Guinée-Bissau voisine en est l'exemple. L'Angola, dont l'ambassadeur le rappelait la dernière fois, le Mozambique, etc., etc. Voilà la position qu'a connue la Guinée. Mais, après 84, ceux qui, parce qu'il y en a encore parmi eux qui étaient des complices de cet acte barbare contre la souveraineté de notre nation, quand ils ont pris le pouvoir ou quand ils ont eu la possibilité d'influencer notablement ceux qui étaient au pouvoir ici, ils ont essayé tout simplement de tronquer notre histoire en éliminant des preuves, en essayant d'éliminer des preuves. Vous parlez de Camboiro, demandez. Les archives étaient là. Toutes les archives minutieusement tenues. Qui est le responsable de leur dispersion, de leur perte? C'est le PDG? Non. C'est vrai. Et cette agression barbare qui a tué plus de 500 personnes ici à Conakry, à Koundara, à Gawal et même à Fourekaria. Cette agression barbare a été gérée, les conséquences ont été gérées à plusieurs niveaux. Sur le plan national, certes, mais sur le plan sous-régional, puisqu'à l'époque l'ORS a pris une résolution concernant cette agression. Sur le plan régional, l'OUA a pris une résolution concernant cette agression. Prouvant qu'elle était un fait. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris 2 résolutions concernant cette agression barbare et a demandé à ce que réparation soit faite par le Portugal. Et quand le Portugal a été condamné à donner une somme d'argent pour payer pour la vie de ceux qui sont de ceux qui l'ont perdu héroïquement ce jour et les jours subséquents, la position de la Guinée a été, vis-à-vis du Portugal et devant le monde entier, aucune somme d'argent ne vaut la vie d'un seul Guinéen. Par contre, si vous voulez repayer la Guinée, libérez toutes les colonies que vous occupez aujourd'hui en Afrique. Voilà quelle a été la position déterminante de notre nation, de notre peuple. Et tout ça, nous le mettons, ou certains veulent le mettre de façon d'ailleurs dérisoire, parce que ce n'est pas possible de cacher l'histoire. Mais ils veulent le mettre sous le tapis, en brandissant d'autres arguments qui, aujourd'hui, de toutes les façons, heureusement, deviennent un son très désagréable à l'oreille de la majorité des Guinéens. Maintenant, s'il y a les suites de cette... Je veux dire au monsieur qu'il peut venir au siège du PDG pour s'informer davantage. Nous avons la documentation, parce que nous sommes soucieux de préserver notre histoire objective. Parce que c'est elle qui fait de nous qui nous sommes. Et nous avons toujours préféré être qu'avoir. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx Mohamed Touré, secrétaire général du PDG.
RDA, vous nous écoutez à Mamou sur GPP FM 97.2, à Kankan sur 1000 FM 99.5, à Nzérékoré sur Zali FM Liberté 101.7. Eh bien, nous avons Alpha Soumaré depuis Matoto qui dit que c'est très paradoxal de constater que le PDG RDA salit Alpha Condé qui était considéré comme un contre-révolutionnaire par Sékou Touré. Selon lui, vous auriez dû vous inscrire logiquement dans l'opposition. Bon, heureusement que c'est selon lui que le PDG salit au professeur Alpha Condé. Il aurait pu... Qui était un contre-révolutionnaire. Oui, il aurait pu tout de la même manière dire le professeur Alpha Condé salit au PDG. Le monde, nous évoluons. Nous évoluons. Ce qui est pris et apprécié d'une manière par vous aujourd'hui peut ne pas être apprécié de la même manière par vous demain. Nous sommes une nation. Nous sommes un peuple. Nous avons des devoirs historiques par rapport à l'avenir, au devenir de cette nation. Nous avons nos enfants à préserver. Nous avons les intérêts pour nos enfants et les petits-enfants à préserver. Nous n'allons pas continuer à nourrir des querelles sempiternelles qui n'ont pas de sens quand les contextes historiques ont évolué et ont évolué positivement. Le PDG a fait l'histoire de cette nation. Et il est incontournable que le professeur Alpha Condé, qui est en train aujourd'hui de faire avec le reste de nous l'histoire de la nation, se rende compte de cela. Est-ce un crime? Que le PDG accepte de comprendre que le professeur comprenne le fait qu'ils doivent faire avec l'histoire la base de la nation. Est-ce un crime? Je crois que c'est plutôt à notre honneur que d'être dans cette logique. Et c'est les mêmes qui vous disent il faut être contre parce que l'autre était contre-révolutionnaire ou l'autre était pro-ceci, etc., etc. C'est les mêmes qui vous disent il faut faire la réconciliation. Ben nous sommes en train activement d'être dans la réconciliation, alors qu'ils nous rejoignent. Mori Albadaria, Konaté, monsieur Touré, je vous écoute attentivement et j'ai noté qu'un certain nombre d'incohérences. Si vous pouvez, vous dites, vous insistez que les Guinéens sont dans l'esprit du PDG RDA. Comment expliquez-vous que pour aucune élection depuis quasiment le 1984, le PDG RDA n'a eu quelque chose qui correspond, qui montre que les Guinéens sont dans l'esprit de la politique dirigée par votre papa? N'est-il pas temps pour vous d'ouvrir les yeux sur la réalité et de reconnaître que le PDG RDA n'existe plus que dans une doctrine et qu'aucun Guinéen ne se reconnaît à travers ce qui s'est passé durant ces 26 ans de règne sans partage en Guinée? C'est un point de vue. Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est Mori Albadaria. Mori Albadaria. Mori Albadaria croire ce qu'il veut croire. Je suis en politique, ce qui veut dire que je ne suis pas en train de rêver, je vis des situations concrètes. Et je les analyse de façon concrète pour progresser de façon concrète. Je sais quelle est la situation du PDG à l'intérieur du pays. À l'occasion du scrutin, à l'orée du scrutin, j'ai fait un long séjour, une tournée à l'intérieur du pays qui m'a conduit de Sigiri à Kankan, Kouroussa, Dabola, Farana, Kisidou, Gekedou, Massanta. Je suis revenu sur Mamou, Kindia, Koya avant de rentrer à Conakry. Donc je suis bien placé pour savoir de quoi je parle. Si Mori Albadaria considère que
le PDG n'existe pas. Le PDG existe et il existe bel et bien. Non seulement il existe dans la conscience de la quasi-totalité des Guinéens, mais il existe de fait en tant que parti mobilisé par des militants à tous les niveaux et dans toutes les préfectures du pays. Donc je veux le rassurer que nous ne faisons pas ce travail simplement pour faire semblant de faire le travail. Nous entendons faire de la politique et je veux dire à Mouri Al-Badaria que nous comprenons très bien que la politique est concrète. Pour cela, il faut rajouter que malgré tout, le PDG a eu des députés à l'Assemblée. Le PDG, lors de ces élections, d'abord les élections présidentielles de 2010, il y a eu beaucoup d'astuces qui nous ont privés de présenter notre candidature. Aux élections législatives, nous avons eu des voix, et beaucoup de voix, à telle enseigne que nous avons été obligés de supplier certains de nos militants pour voter actuellement pour le professeur Alpha Condé. Nous avons fait les déplacements et nous avons supplié pour dire non, acceptez parce que c'est ce qu'il faut pour le parti, c'est ce qu'il faut pour la nation. Donc nous avons eu les voix requises. Si nous ne sommes pas à l'Assemblée, ce n'est pas parce que le PDG n'a pas gagné. Mais de toutes les façons, l'histoire est un processus continu et nous continuons à avoir foi en la nation guinéenne, au peuple de Guinée, et nous continuons à être certains de l'approche, de la méthode du PDG et de l'inéluctabilité du fait que le PDG revienne en Guinée et de la manière la plus belle et la plus forte. Alassane Camara, depuis Cagbelin, dit qu'en juin 2016, il y aura les élections communales. Est-ce que le PDG présentera des listes en son nom ou il fera des listes communes avec son allié, le RPG Arc-en-Ciel? C'est des questions auxquelles moi je ne peux pas donner d'éléments de réponse. Il faut que le parti se retrouve. C'est pas de toutes les façons, nous sommes dans... vous avez parlé tout à l'heure de nouvelle vision politique en Guinée. C'est un collectif de partis politiques qui a aussi ses plans et ses ambitions politiques en tant que collectif. Donc de toutes les façons, il y a beaucoup d'étapes de discussion et de négociation et auxquelles le PDG participera. Alors si là c'est un étudiant en journalisme à l'université Gandhi, monsieur Touré, dites-moi quelles sont aujourd'hui vos relations avec les enfants de panafricains comme Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah et Mandela. Ça c'est sa première question. La deuxième question qui est posée par Idrissa Sow, c'est que pourquoi, si vous pensez que le PDG vit encore, pourquoi n'a-t-il pas réussi à faire comme l'ANC d'Afrique du Sud, c'est-à-dire que toujours c'est cette alliance qui présente, c'est ce parti qui présente toujours des élections et qui dirige toujours le pays? Ouais. D'abord, la première question, oui, j'ai des relations, nous avons des relations avec mes frères, qui sont des enfants biologiques, notamment Patrice Lumumba et Kwame Nkrumah. Avec eux j'ai des relations beaucoup plus intimes puisque nous nous sommes connus à un moment de l'évolution de notre vie. Et oui, nous avons des relations fraternelles, d'amitié et de fraternité. Ceci dit, la deuxième question, c'est... pourquoi vous ne faites... le PDG n'a pas fait comme l'ANC en Afrique du Sud, c'est-à-dire... Comment est-ce que le PDG va faire comme l'ANC? L'ANC est venu après le PDG. L'ANC... Il veut dire peut-être que... L'ANC vient d'être au pouvoir. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
après autant d'années de combat auquel d'ailleurs le PDG a contribué et de façon significative, vous le savez. Bon, alors, je ne sais pas dans quelle mesure l'ANC continue à briller. La réalité, c'est que le PDG n'a été qu'une victime de ce combat ultime pour libérer toute l'Afrique, y compris l'Afrique du Sud. Bon, nous tirons les leçons de cela, nous gardons nos principes intacts, nous gardons notre vision panafricaine intacte, et nous sommes certains que la vie du PDG n'est pas achevée, loin s'en faut. Et donc, il ne faut pas confondre et faire des amalgames, et il ne faut pas croire que les partis qui aujourd'hui font parler d'eux par rapport à l'argent, parce qu'il faut le dire, il y en a, on ne parle d'eux que parce qu'ils claquent de l'argent. Le PDG, on parlera de lui parce qu'il épousera et il sera épousé par le peuple de Guinée. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx. Mohamed Touré, secrétaire général du PDG RDA. Vous avez suivi cette émission Mamou sur GPP FM 97.2 à Cancan sur Milo FM 99.5 à Nzere Corée sur Zali FM Liberté 101.7. Cette émission est presque à son terme. Monsieur Touré nous explique, à vous demander la conclusion. Bon, merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer à vos éditeurs et de répondre aux questions qui taraudent dans vos têtes par rapport à notre parti, par rapport à notre pays, par rapport au continent. Ce que je dirais pour le mot de la fin, sincèrement, c'est que le PDG est très réconforté de voir que le peuple de Guinée reste le peuple politiquement mûr que le PDG a formé, et que le peuple de Guinée est nettement aujourd'hui en avance par rapport à une classe politique rétrograde qui a, par des efforts et d'autres, essayé, avec des forces certainement pas non locales, extérieures, essayé de caporaliser l'État guinéen pendant des années et des années. Et que le peuple de Guinée se rend compte de ça, et que le peuple de Guinée ne veut pas jouer dans la division, dans l'ethnicisme, dans le régionalisme, et que le peuple de Guinée se ressaisit, et que le peuple de Guinée réagit effectivement comme il l'a fait, préparé qu'il était par le Parti démocratique de Guinée en 58, en 70, et qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, le peuple de Guinée est en avance sur cette classe politique. Ça, nous en félicitons, et nous demandons conséquemment à cette classe politique de se faire une religion et de comprendre que ce n'est pas en continuant à vouloir tromper qu'ils réussiront, et que tout le monde fasse vraiment une critique et une autocritique profonde, afin que les vrais enjeux auxquels nous devons faire face, ceux du développement de la nation, ceux de l'équilibre et de tous les équilibres de notre nation, soient mis en place, et que nous comprenions que cet équilibre ne pourra être que si nous permettons effectivement à tous les citoyens guinéens de s'approprier leur État, de s'approprier effectivement leur État et de faire de lui exactement ce qu'ils veulent que cet État soit, puisque de toutes les façons, comme je l'ai dit avant, le peuple de Guinée est en avance. Le peuple de Guinée est en avance. Le PDG RDA est très
réconforté de voir que ce peuple reste mûr et qu'il avance par rapport à une classe politique rétrograde qui a essayé de caporaliser l'État guinéen. Ceci est un acquis du PDG qui a préparé ce peuple depuis 2 années. Voilà ce que dit Mohamed Touré, secrétaire général du PDG RDA, que nous avons reçu ce matin dans Œil de Lynx. Demain, nous aurons Jean-Marc Teliano. Lui, c'est le président du parti Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée. RDIG, à la technique, il y avait Fatoumata Binta Baldé et Mamadou Touré. Réalisation Tierna Alpha Ibrahim Baldé, ici à l'animation Abou Bakr et Azokaba. Merci et bonne suite de programme sur Lynx FM. Vous êtes au cœur de l'actualité sociale, politique, économique, culturelle et sportive. C'est dans Œil de Lynx. Une opposition qui ne gagne pas les élections, ça ressemble à un beau chat que tu as à la maison mais qui n'attrape pas de souris. Ça ne sert à rien. Nous ne participerons pas à une mascarade électorale. Nous allons exiger la satisfaction de nos revendications. Et s'il y a un refus, nous allons demander le départ d'Alpha Condé. Personne ne peut remplacer Alpha Condé parmi ses opposants. Ces gens qui se disent aujourd'hui opposants, on luttait contre eux. C'est eux qui nous lançaient des grenades. C'est eux qui nous mettaient en prison. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. J'ai quitté l'arc-en-ciel parce que l'arc-en-ciel ne répondait plus à la vocation qu'on lui a connue. Quand un accord n'est pas respecté, ça fait toujours mal. Ce sont des nains politiques. Je vous assure, ce sont des nains politiques, des petits comptables. On va démontrer qu'ils connaissent rien. C'est pas de faire du bruit là sur des radios. La gestion, c'est quoi? Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Plus vous faites le porte-parole de toutes les médiocrités, de toutes les imbécilités, de toutes les ignorances, c'est pas bon ça. C'est une presse respectable. Vous croyez qu'on gouverne l'État en mettant toutes les informations sur la place publique? Je m'en fous de ce que Reporters sans frontières, etc. ou les autres. C'est pas eux qui disent la Guinée. Moi, je n'ai aucune crainte que les organisations internationales, ils n'ont qu'à écrire tout ce qu'ils veulent. Je dis aucun journal, je ne vais pas sur Internet et je ne peux pas les radios. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Ces salauds ont mis le feu au paradis. Notre actualité, c'est dans Œil de Lynx. La radio, 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 la radio.